Bonjour. Cela fait plus d'un an que le régime Ben Ali a chuté. Alors, quel regard portez-vous sur le printemps arabe et quel bilan tirez-vous au regard de votre qualité de professeur d'université à Tunis? Bon, il est toujours difficile de porter un jugement avec distance sur un événement qui me concerne, qui m'a concerné, puisque le jour de la chute de Ben Ali, j'étais avec des milliers de Tunisiens sur l'avenue Abi Bourguiba. Si vous voulez, la différence entre 14 janvier 2011 et 14 janvier 2012, c'est que le 14 janvier 2011, tout le monde, le regard était dirigé vers le ministère de l'Intérieur. Une année après, c'était aussi le 14 janvier, mais il y avait une différenciation au niveau des Tunisiens. Il y avait deux visions. Donc, le 14 janvier, tout le monde voulait que Ben Ali dégage. Une année après, chacun, c'est symbolique un peu, voulait une Tunisie qu'il entend, ou bien il voulait une traduction de l'après Ben Ali. Les uns, c'est normal, donc les uns plutôt tournés vers la modernité, à ce que ce moment-là de l'histoire de la Tunisie soit qu'on en profite pour faire du plus, plus d'ouverture, plus de démocratie, plus de justice. D'autres, je dirais aussi, veulent la justice, mais se réfèrent plutôt à un passé. Donc ils ont un certain recours ou bien à une vision apologétique du passé. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est le passé, le meilleur se trouve au passé, et d'où certaines interprétations à l'apparition de ce qu'on appelle maintenant le salafisme, avec tout ce qu'il comporte de vision, de vouloir obliger la société à adhérer à cette vision. Donc c'est un peu ce qui marque la Tunisie aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde, c'est une compétition entre des courants politiques, culturels, et chacun veut imprégner l'actualité ou l'avenir de la Tunisie à sa manière. Et ça correspond à ce moment-là de la rédaction d'une constitution. Je pense que c'est derrière tout ça, il y a cette compétition, si on veut, même si des fois cette compétition devient un peu dramatique, comme c'est le cas dans le cadre de ma faculté, mais bon, je l'interprète gentiment comme une compétition qui se fait entre ces Tunisiens qui veulent chacun donner son empreinte à l'avenir de la Tunisie. Mais justement, vous parlez de compétition, mais le choix des armes des uns et des autres n'est pas le même. Et justement, en tant que doyen de faculté, à Tunis, vous connaissez et vous subissez un certain nombre de difficultés que vous causent les salafistes aujourd'hui. Oui, mais je dirais que dans toute révolution, il y a l'apparition de tous les phénomènes, puisque ce qui est bien, c'est-à-dire que c'est accompagné d'un épanouissement total, c'est d'une liberté tout azimut. Et nous sommes dans une phase de réglementer ces libertés, et c'est pour cela que tout le monde croit que sa vision a droit de citer. Par exemple, le politique, il y avait une vision du politique à l'université, c'est-à-dire la censure. Donc, le religieux, aujourd'hui, veut remplacer la censure du politique par la censure du religieux. Et entre les deux, ce que nous défendons en tant que corps universitaire, c'est la place de l'université. Avant, en gros, on résistait aux politiques qui voulaient s'introduire à sa manière. Aujourd'hui, c'est la résistance aux religieux qui a toute la place pour être un objet d'étude à l'université, mais pas en tant que système qui voudrait imposer ses règles, parce que l'université a ses règles académiques qui lui sont propres, qui ne sont pas forcément avec tout le respect qu'on doit à toutes les religions, et comme le politique voudrait s'introduire, mais avec tout le respect pour le politique, mais l'universitaire a ses lois. Donc entre le religieux et le politique, toute la bataille pour imposer ou bien pour faire convaincre les uns et les autres que l'université, comme avant la Révolution, après la Révolution, doit avoir
sa propre place en tant que lieu de recherche, un lieu qui a ses règles, qui doivent être respectées et qui s'est symbolisé. Donc, pour résumer, je ne fais pas de... c'est pas la faculté qui est contre le niqab, mais c'est la faculté pour qu'on respecte certaines règles concernant le fait de dévoiler son visage pour femmes ou pour garçons durant les séances de cours, les séances d'encadrement, les séances d'examen. Donc ça symbolise autour de cette bataille-là. Ce n'est pas la faculté contre le niqab, mais c'est la faculté pour le respect des exigences académiques et de communication lors des séances de cours, d'examen ou de communication. Et aujourd'hui, vous êtes confronté à des difficultés quotidiennement? Oui, en gros, depuis le 28 novembre. C'est-à-dire, ça s'est exprimé de plusieurs manières. Tout d'abord, dans une volonté à faire un chantage, d'occuper les blocs d'enseignement, de les fermer aux autres étudiants tant que vous n'accepterez pas de signer un texte ou bien un accord avec les assaillants par lequel vous allez dire que vous écrivez que vous accepteriez les filles avec le niqab au sein des séances, donc de cours. Ensuite, ça s'est transformé par un sit-in devant mon bureau, ou bien dans l'administration abritant mon bureau. À partir du 6 décembre, c'est moi-même qui étais évacué des lieux, et ce qui a entraîné la fermeture de la faculté pendant un mois, du 6 décembre au 5 janvier. Ensuite, ils ont été délogés à partir du 5 janvier, mais ils sont revenus dans un autre lieu, imposant d'autres formes de pression, à savoir que tout ce groupe de barbus, dont la majeure partie ne sont pas de la faculté elle-même, habillés à l'afghane, qui coordonnent avec les filles portant le niqab, et qui vont faire une pression en utilisant des photos, en humiliant les collègues pour imposer à ce que les filles portant le niqab puissent entrer et s'imposer aux collègues, alors que les collègues nous sont donné un accord de demander à ces filles-là de se dévoiler du long de la séance. Alors la fille entre en classe, elle refuse de se dévoiler, ensuite le collègue lui demande de quitter la salle, elle refuse, et ensuite c'est la pression ou le bras de fer avec le collègue pour l'intimider, ou la collègue pour l'intimider en portant des photos, en lui prenant des photos, en l'accusant, vous êtes mécréante, vous ne respectez pas la loi de l'islam, etc. Donc, alors que c'est une fausse interprétation de l'islam. Et voilà la situation qui perdure. Et la dernière en date, la date emblématique, c'était le 7 mars, le jour où ils ont profané le drapeau national. Et une fille, une belle fille tunisienne, est montée pour remonter le drapeau national. Donc c'est les mêmes faits contre le savoir, contre les institutions symbolisées par le doyen, c'est pas ma personne. Et ensuite la profanation du drapeau national. Bon, tout ça, il y a eu aussi d'autres réponses de la part des étudiants qui ont veillé, la majorité des étudiants ont veillé à ce que les examens se passent bien du 24 au 28 janvier, et les étudiants ont répondu massivement aux dernières élections en faisant élire les personnes, les étudiants, comme délégués, comme étant leurs délégués au niveau des conseils scientifiques. Les élections ont eu lieu le 15 mars, et à la Manouba, comme ailleurs, dans la majorité des cas, c'est plutôt les étudiants modernistes qui ont réussi ces élections, qui étaient une forme de réponse à ces courants minoritaires, mais qui ont voulu imposer leurs lois aux universités. Et donc cela vous rend optimiste pour le futur? Oui, même s'il y a des signes négatifs qui peuvent apparaître d'un moment à l'autre. Et je pense que la Tunisie est appelée d'ici la rédaction finale de la Constitution à vivre des moments difficiles un peu en relais à ce qui se passe à l'Assemblée constituante. Donc, mais je pense que certaines valeurs, certaines
valeurs communes aux Tunisiens, tout le monde a intérêt à les respecter et qu'ils soient en continuation avec les acquis de la Tunisie. Il y a eu des acquis depuis plusieurs années et la révolution doit être l'occasion d'en faire plus et non pas de revenir à la table rase, parce qu'il y a une tendance à vouloir considérer que tout ce qui a été acquis serait un peu une période noire ou une page d'histoire à oublier. Oui, il faut oublier la dictature, il faut oublier, mais il ne faut pas oublier les acquis et la résistance à la dictature. Par exemple, à l'université, il y a, malgré ces périodes difficiles, nous avons pu obtenir à ce qu'il n'y ait pas de tabou, à ce qu'il y ait des libertés académiques, il y a des thèmes le seul critère pour un thème de recherche, par exemple, c'est je suis historien, et ce qui nous détermine l'acceptation d'un sujet de thèse, peu importe le sujet, c'est l'essentiel, est-ce qu'il y ait un corpus, est-ce qu'il y ait une méthodologie, et non pas à ce que le thème soit banni, parce que du fait qu'il traite d'un sujet qui ne serait pas le bienvenu. Donc de là, un certain symbolisme de l'attaque de ma faculté, elle est réputée pour être un centre de relecture du patrimoine arabo-musulman. Et là, d'où la symbolique, pourquoi on insiste sur la Manouba. Il y a des collègues bien connus, Abdelmejid Charfi, Alain Delarguesh, Amel Grami, Rajab Eslama, donc il y a plusieurs collègues, de même que nous animons avec d'autres collègues un laboratoire qui travaille sur la mémoire, travaille sur les communautés, les minorités en Tunisie, et que nous considérons comme toutes ces communautés sont d'un apport, ont été à un moment ou à un autre, même si par exemple pour la communauté juive, aujourd'hui il n'y a pas grand monde, 1500 personnes, mais nous considérons qu'il y a des hauts lieux que nous partageons avec d'autres, mais tout d'abord ce sont des lieux tunisiens, comme l'Agriba ou plusieurs synagogues, plusieurs personnages qui ont été importants dans l'histoire de la Tunisie, qui ont contribué à ces luttes, à ces moments forts, je ne sais pas, Paul Sebag, ou bien d'autres personnes, il y avait des ministres juifs qui ont, au lendemain de l'indépendance, tout ça c'est un patrimoine qui mérite d'être étudié, aux personnages de l'administration bellicale, ou bien... donc la Tunisie doit être fière de tous les pans de son histoire aujourd'hui, même si ce n'est pas parce qu'il n'y a plus un nombre important, mais tous ceux qui aiment ou regardent la Tunisie, même s'ils se sentent tunisiens indépendamment du lieu, mais ils peuvent être de cœur, on peut être matériellement vivant en Tunisie, mais ça peut être on peut se sentir de cœur tunisien. Et c'est pour cela que la révolution était sentie. Beaucoup de gens qui ont oublié, ou bien dont la Tunisie occupe une partie de leur mémoire, ils sont vite intéressés. Ils s'intéressent aujourd'hui à son évolution positive. Et je pense que c'est le devoir notre devoir en tant qu'universitaire, de profiter de ce moment, de cet élan de liberté, pour faire mieux de notre histoire. Et c'est de découvrir, de continuer à découvrir ces pans d'histoire. De là, ma définition propre, personnellement, de l'identité, non pas par ces facteurs exclusif, mais par l'intégration de tous les apports pluriels de notre mémoire riche et plurielle. Je vous remercie.